C'est quoi l'Empire chérifien? Chérif, c'est le titre que portent les descendants du prophète Mahomet. Depuis 1667, le Maroc est gouverné par une dynastie qu'on appelle Alaouite, c'est-à-dire descendant d'Ali, le gendre du prophète. Donc quand on parle de l'Empire chérifien, en fait, on fait référence au Maroc. Mais on n'aurait pas déjà vu ça quelque part? Oui, parce qu'il existe d'autres familles qui se disent descendre du prophète, comme par exemple les Hachémites, qui règnent en Jordanie. Ces familles tirent une certaine légitimité du noble sang qui coule dans leurs veines. Ah mais je sais, c'est des chiites en fait. Vas-y, développe. Récemment, j'ai parlé avec un musulman des différences entre sunnites et chiites. J'ai pas bien compris, mais en gros, il a dit que chez les sunnites, le calife est choisi par la communauté des croyants, tandis que chez les chiites, il est choisi parce qu'il descend directement de Mahomet. Donc, je me dis, si le Maroc est un empire chérifien, c'est parce que c'est des chiites en fait. Ah oui, alors pas du tout. Mais alors, pas du tout. Effectivement, chiites et sunnites se distinguent entre autres par le mode de succession. Le calife sunnite est désigné par la communauté des croyants, tandis que l'imam chiite est un descendant d'Ali. Ça c'est vrai. Mais si tu commences à réfléchir comme ça, tu vas vite t'emmêler les pinceaux parce que le Maroc et la Jordanie ont pour roi des descendants du prophète et pour autant, ce sont des pays sunnites. D'accord. Et tu vas rire, en Iran, le guide de la révolution est désigné par une communauté d'experts élus par les musulmans, et pourtant, c'est un pays chiite. Ah ouais, donc en fait, ce critère veut rien dire. C'est un critère qui a une signification, mais il peut entraîner des contresens. Au Maroc, le roi, par une sorte de hasard historique, est un alaouite, un descendant d'Ali. Et en tant qu'alaouite, il jouit du prestige associé aux descendants du prophète, comme les chiites. Mais ce projet de synode que vous avez de réunion des sages musulmans, Oui. est-ce que le fait que vous soyez descendant du prophète peut avoir une importance? Est-ce que les chiites reconnaissent cette parenté que vous avez? Ah oui, ils la reconnaissent. C'est du reste de cela qu'est parti le mouvement de la Shia. Mais cela n'empêche nullement que le chiisme, en tant que corps de doctrine, il la considère comme une hérésie. Majesté, s'il vous plaît, une petite explication de thèse pour ceux qui sont des profanes. La sunna, la shi'at, qu'est-ce que c'est? Bien, disons que la sunna, c'est le rite orthodoxe musulman, Oui. et que la Shia, tout en n'étant pas hérétique complètement, demeure quand même une hérésie. Mais ça explique pas pourquoi le Maroc est une monarchie alors que tous les autres pays arabes sont des républiques autoritaires. Ouais, non, mais ça c'est autre chose, ça dépend à quelle époque tu te places. Dans les années 50, la Libye, l'Irak, le Yémen du Nord, l'Iran, la Jordanie, l'Arabie Saoudite étaient des monarchies et on n'en faisait pas toute une histoire. Le mouvement pan-arabe initié par Nasser était très républicain et a fini par provoquer la chute des monarchies. Mais il n'a quand même pas eu raison des monarchies du Golfe, ni de la Jordanie. Et en ce qui concerne le Maroc, l'exception historique que peut constituer ce pays, puisque c'est le seul pays du Maghreb à n'avoir jamais prêté allégeance à l'Empire ottoman. Tout ceci a contribué à forger un lien étroit entre les Marocains et leur roi, un lien qui a perduré, semble-t-il. Aujourd'hui, mes amis, nous allons discuter un peu de la marche du Maroc vers l'indépendance, quel rôle le roi Mohamed V a joué dans cette marche, et nous allons savoir de quelle étoffe est faite la monarchie marocaine. Avant de parler de l'indépendance, il serait utile de savoir de qui le Maroc va obtenir son indépendance. Le Maroc, c'est une colonie française, c'est ça? Si on veut être précis, le Maroc n'est pas une colonie, c'est un protectorat, établi en 1912, même si à partir des années 1930, on s'y est comporté comme si c'était une colonie. En fait, l'occupation de ce pays a été très complexe. D'abord, il y a un protectorat français qui englobe la majeure partie du pays et l'ensemble des capitales historiques du Maroc. Ensuite, il y a un protectorat espagnol qui occupe la zone de Tétouan au nord et la zone de Tarfaya au sud. Plus au sud encore, il y a une colonie, une vraie colonie cette fois, le Sahara espagnol, de superficie comparable au protectorat français, mais dont la population est très faible. Ajoutons une enclave espagnole, Sidi Ifni, et enfin il y a la zone internationale de Tanger. Tanger a été déclarée zone internationale en 1923, ce qui permet à l'Europe d'établir une sorte de tutelle partagée sur cette ville, tutelle à laquelle participe entre autres le Royaume-Uni. Parce que les Anglais aussi ont des vues sur le Maroc. Non mais pense au détroit. Qui contrôle Suez? Qui contrôle Hormuz? Le Royaume-Uni fait une fixette sur les détroits, il cherche à contrôler tous les détroits du monde. Mais quel rapport? Y en a pas un de détroit dans la région qu'il serait intéressant de contrôler? Ah oui, Gibraltar. Peut-être.
Rappelons que les Anglais possèdent le rocher de Gibraltar depuis 1704, au sud de l'Espagne. Ils voulaient aussi avoir un droit de regard sur les affaires de Tanger, sur la rive sud. C'est en partie ce qui explique l'existence de cette zone internationale. Donc nous sommes face à un Maroc très morcelé, mais officiellement, à l'exception du Sahara espagnol, tous ces territoires demeurent sous souveraineté théorique du sultan marocain. Ce ne sont que des protectorats. La diplomatie, la défense et une partie des affaires intérieures sont contrôlées par l'Europe, sans que l'autorité théorique du sultan soit contestée. Précisons que sultan et roi sont deux appellations françaises pour désigner Mohamed V, lequel est nommé seulement Malik en arabe. Sultan est une appellation plutôt coloniale, roi s'est répandu après l'indépendance, mais dans la vidéo il m'est arrivé d'employer l'un ou l'autre indifféremment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve que le sultan, Mohamed V, n'a pas profité de la guerre pour prendre les Français à revers. Au contraire, il a été fait compagnon de la libération par décret en 1945. En fait, les Marocains ont été d'une loyauté sans faille à la France, ils ont combattu dans le corps expéditionnaire d'Italie. Le sultan détestait les Allemands et ne se réjouissait pas du tout de l'occupation allemande de la France. Faut vraiment comprendre que Mohamed V ressent une sincère amitié vis-à-vis de la France. Non, la première fois que la perspective de l'indépendance apparaît vraiment, c'est après la guerre, en 1947, lors du discours de Tanger. Mohamed V y proclame son désir d'affranchissement du joug colonial et d'adhésion à la Ligue arabe. Donc le roi, il est pour l'indépendance. Oui, enfin c'est normal. Oui, mais comme je te dis, ça ne va pas de soi. En fait, Mohamed V est travaillé par des forces politiques contraires depuis quelques années. D'un côté, il y a Juin. Juin, le mois de juin? Non, Alphonse Juin, le héros de la Seconde Guerre mondiale. Alphonse Juin n'était pas seulement maréchal de France, il a aussi été résident général au Maroc après la guerre. Alphonse Juin pousse le sultan à la fidélité à la France. Et en face de Juin, il y a le parti de l'Istiklal, le parti de l'indépendance marocaine, mais qui est également un parti nationaliste pro-arabe, et donc pas forcément en bonne relation avec les Berbères. Pourquoi je mentionne les Berbères? Parce qu'il y a également un troisième pôle d'influence, c'est la seigneurie de l'Atlas, qui est en fait un lieu de pouvoir berbère dominé par le pacha de Marrakech, Tammy El Glaoui, un personnage au train de vie luxueux qui jouit d'un certain nombre d'avantages donnés par les Français aux Berbères depuis 1930. Et peu à peu, on observe la résidence et le Glaoui conclure une sorte d'alliance tacite contre l'Istiklal, vers lequel penche lentement l'opinion du roi. C'est dans cette configuration que des violences commencent à se faire sentir dans le pays. Par exemple, un leader syndicaliste nationaliste, Ferhat Tached, est assassiné le 7 décembre 1952 et une gigantesque émeute apparaît à l'annonce de son assassinat. C'est ce qu'on appelle l'émeute des carrières centrales de Casablanca de 1952. Et elles seront vigoureusement réprimées par le général Raymond Duval, un Français, personnage dont le nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est possible que ce ne soit pas la dernière fois que je prononce son nom sur la chaîne. Mais passons. Duval réprime les émeutes des carrières centrales, ce qui entraîne environ une centaine de morts, et qui entraîne également des représailles contre des Européens. Donc la société marocaine entre dans un état de tension très élevé, et finalement, le Glaoui, qui je le rappelle est un allié des Français, finit par faire une marche militaire sur Rabat et Fès, et en profite pour procéder à la déposition du sultan, le 20 août 1953, avec l'assentiment de la France. Le sultan est exilé en Corse, puis à Madagascar. Et il est remplacé par un sultan fantoche au service de la France. Et Hassan II est avec lui? Alors Hassan II, à l'époque, c'est le fils aîné du roi, on l'appelle Moulay Hassan, et il le suit dans son exil, effectivement. C'est le prince héritier à l'époque, et il a 24 ans. Ah ouais, c'est déjà un homme. Ben, je dirais c'est surtout un sale gosse. Parce que il attend que son père crève pour prendre la suite? Non, il a du respect pour son père, mais c'est un sale gosse, c'est tout, comme il en existe plein. C'est un garçon méprisant, prétentieux, qui n'a aucune considération pour les Malgaches, pas beaucoup plus pour les Marocains, qui répond mal, qui croit que tous les honneurs lui sont dus, et encore aujourd'hui on peut se demander si le Maroc ne se serait pas mieux porté si quelques gifles supplémentaires lui avaient été royalement administrées par le commandeur des croyants. Pour tout te dire, Hassan est fréquemment démêlé avec la police française, qui a plusieurs fois contre lui de sérieux soupçons d'escroquerie à l'assurance, ou lui reproche ses excès de vitesse, ses prises de sens interdits, son comportement incorrect, voire son mépris vis-à-vis des piétons, des chauffeurs, des cyclistes et à peu près tout ce qui vit, roule et rampe dans les villes de Madagascar. Et bientôt, toute l'île finissait par supplier la France de rétablir le sultan et sa famille au Maroc, et qu'on n'ait plus à supporter cette fripouille. Alors oui, Hassan a un côté garnement, il a très mauvaise réputation, mais ça n'empêche pas qu'il a de l'esprit. Il est par exemple fasciné par certains intellectuels français, comme Louis Massignon.
C'est quelqu'un qui a une bonne connaissance du droit, une solide culture générale et une excellente expression française. Il ne manque pas, parfois, d'étonner ses interlocuteurs français par ses connaissances, sa finesse politique, son suivi de l'actualité. Alors, pendant que Hassan est en train d'exaspérer la paisible société malgache, au Maroc, que se passe-t-il? Le sultan a été déposé, je l'ai dit, donc il y a un nouveau sultan à sa place, une marionnette des Français, en gros. Cette déposition a soudé tout le peuple marocain autour de la monarchie. C'est dire que c'était une boulette monumentale, tout à fait dans l'esprit entêté et borné des résidents généraux du temps de la 4ème République d'ailleurs. Pendant cette absence du sultan, la population s'agite. Des émeutes ont lieu à répétition dans les grandes villes. Il y a des attentats, comme celui de Mère Sultane à Casablanca en 1954, du côté nationaliste. Mais l'événement le plus traumatisant de cette période de l'exil du sultan, c'est le massacre de Ouedzem en août 1955. 70 Européens, complètement innocents pour le coup, ont été massacrés par des tribus arabes dans cette petite cité minière. Des femmes, des enfants et des animaux domestiques figurent parmi les victimes. Finalement, la France est très effrayée par la tournure des événements et décide de renoncer, en gros. Le sultan est donc rétabli sur son trône le 16 novembre 1955, il devient officiellement roi du Maroc et obtient l'indépendance qui est proclamée en avril 1956. Ouf! Pourquoi ouf? T'as parlé des émeutes des carrières centrales, t'as parlé du massacre de Ouedzem. Je me suis dit, à ce train-là, le conflit au Maroc était parti pour dégénérer comme en Algérie. Oui, on aurait pu avoir une guerre civile au Maroc, mais la France a eu la décence d'abandonner le combat. Mais elle abandonne pas en Algérie. En fait, elle renonce à ses protectorats, Maroc-Tunisie, pour se concentrer sur l'Algérie française. Et donc elle épargne une longue guerre, probablement inutile, au Maroc. Alors l'indépendance du Maroc s'est faite dans la précipitation, après le retour du sultan. Une armée de libération nationale s'était constituée pour récupérer le territoire national. L'idée était de chasser les Français et les Espagnols. En réalité, en 1955, cette armée de libération n'a pas eu à faire grand-chose puisque les colons ont levé le camp. Partout? Oui, en tout cas, c'est la fin du protectorat, les Français, pour la plupart, se replient en Algérie. Tanger devient marocaine et indépendante. C'est la fin de la zone internationale. Les Espagnols se retirent de la zone de Tétouan, où ils ne conservent que 2 petites enclaves, Ceuta et Melilla. Oui, mais... Et le reste? Au sud, Sidi Ifni, la zone de Tarfaya, le Sahara espagnol, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bah justement, l'Istiklal, qui est le parti de l'indépendance marocain, est en train de construire une doctrine pour décider des véritables frontières historiques du Maroc. Le Grand Maroc. Le Grand Maroc, c'est ce qu'on appelle un irrédentisme, c'est-à-dire un ensemble de revendications territoriales appuyées sur une certaine vision de l'histoire. Le Maroc, comme la Syrie, comme la Jordanie, comme la Palestine, trouve à redire au découpage territorial issu de la colonisation. Les membres de l'Istiklal, le parti d'indépendance, voudraient que l'armée de libération nationale recouvre Sidi Ifni, la petite enclave espagnole, la zone de Tarfaya, le Sahara espagnol, mais aussi les provinces de Tindouf et de Colombéchar qui sont en Algérie, et aussi la Mauritanie. Autrement dit, l'indépendance c'est bien, mais il faut maintenant conquérir notre espace national. Et vont donc commencer des escarmouches impliquant l'armée de libération pour reconquérir ces territoires. Cela l'a conduit à l'attaque d'Oum el-Achar en juin 56, l'attaque contre Sidi Ifni en octobre 57, et enfin une attaque contre le Sahara en janvier 1958. Alors toutes ces entreprises ne sont pas vraiment concluantes, les Français et les Espagnols se sont alliés pour repousser les agresseurs et répliquent avec des avions. Il y a eu notamment la bataille de Tchera pendant cette période. Finalement, la guerre prend fin, mais l'armée de libération nationale a quand même pu récupérer la zone de Tarfaya. Car les Espagnols, à contre-cœur, finissent par évacuer la zone de Tarfaya en 1958. Ils conservent néanmoins le Sahara espagnol et l'enclave de Sidi Ifni. À l'époque où nous parlons, celle des débuts de l'indépendance, 2 voies sont possibles pour le Maroc. Soit la monarchie évolue dans le sens d'une monarchie constitutionnelle, ce qui la ferait ressembler davantage aux républiques arabes, et donc la rapprocherait sans doute du monde arabe. Ou bien le Maroc reste une monarchie entre guillemets absolue, et c'est le roi et non une assemblée qui dirigerait le pays.
Et dans ce cas-là, son système la détacherait du monde arabe et donc la pousserait à conserver des liens étroits avec d'autres pays, et en particulier avec la France. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de remettre en question l'indépendance. Je parle bien ici d'un positionnement diplomatique sur l'échiquier international. Le Maroc se retrouverait proche des puissances occidentales et opposé aux puissances arabes, mais ça n'empêche pas qu'il est bien totalement, complètement, indiscutablement un pays indépendant. Or, deux personnes vont justement incarner ces deux voies et tenter d'influencer la monarchie. La première personne, c'est Mehdi Ben Barka, l'ancien professeur de mathématiques de Moulay Hassan, qui s'est reconverti dans la politique. Son objectif est de faire évoluer le Maroc vers une monarchie constitutionnelle. Il voudrait diminuer les pouvoirs du roi de façon à affermir une véritable souveraineté populaire. Aussi, l'armée de libération nationale et le parti de l'Istiklal lui apparaissent des instruments utiles pour circonscrire le pouvoir royal, pour donner des limites à la monarchie marocaine. Et cela aurait peut-être eu lieu, peut-être que la monarchie marocaine aurait perdu tous ses pouvoirs, s'il n'y avait pas eu Mohamed Oufkir. Oufkir, il est important de noter sa présence, car c'est en partie grâce à lui que le roi a pu garder, en fait, la plénitude de ses pouvoirs. Et comment Oufkir a-t-il fait? En fait, il a incorporé l'armée de libération nationale, qui est en fait le principal organe qui pourrait faire concurrence au roi. Il a incorporé donc l'armée de libération nationale dans une armée royale, les forces armées royales, qu'il dirige lui-même d'ailleurs. Ces forces armées royales vont permettre au roi à la fois de récupérer le prestige de la libération et en même temps de mater les révoltes du royaume. Car en effet, le royaume est agité de révoltes berbères. En 1957, le Tafilalt, qui est habité par des berbères qu'on appelle les Chleux, entre en révolte sous la houlette du gouverneur Hadi Oubihi. En 1958, les Rifins, autres peuples berbères habitant le Rif, massif montagneux au nord, s'embrasent à son tour. Ces régions sont peuplées de berbères et ils tiennent à une forme d'autonomie vis-à-vis de Rabat. Pourquoi? En fait, les caïds berbères redoutent que le départ des Français les laisse sans défense face à des Arabes mal intentionnés. Sans doute craignent-ils aussi que les réformes agraires annoncées par les socialistes de l'Istiklal ne les dépossèdent. Néanmoins, la révolte du Tafilalt ne fut cependant qu'un feu de paille habilement éteint par le roi, les insurgés ayant fini par déposer leurs fusils à leurs pieds. En revanche, dans le Rif, la situation devient rapidement dramatique. Donc en gros, les Chleux et les Rifins, ils aiment pas le roi. Alors honnêtement, c'est pas vraiment le roi qui est ici en cause. Les Rifins, puisque c'est ce peuple-là qui est le plus indomptable, ne se rebellent pas vraiment contre la monarchie en elle-même, mais plutôt contre l'Istiklal, ce parti nationaliste arrogant qui méprise les berbères et les coutumes rifènes. Parce que l'Istiklal, à cette époque-là, prenait un malin plaisir à intercepter le trafic de cannabis, qui est le moyen par lequel les Rifins arrivaient à survivre dans ces montagnes désolées. Les frontières avec l'Algérie ont été aussi brutalement fermées, et les Rifins le vivent très mal. En plus de cela, ils accusent l'Istiklal d'avoir fait assassiner Messa Hadi, l'un des chefs de l'armée de libération, qui leur était le plus favorable. Ils vont jusqu'à exhumer le corps et à l'enterrer chez eux. C'est vraiment un conflit entre le parti de l'indépendance, pro-arabe, et un peuple berbère, les Rifins. Et le roi, il est dans quel camp? L'Istiklal ou les Rifins? Le roi, lui, c'est compliqué. Il est dans une compétition avec l'Istiklal pour se voir reconnaître le prestige de la libération. Même si Hadi Oubihi et les Rifins ne sont pas tournés contre le roi lui-même, ils menacent l'intégrité du territoire délivré en 1956 et la domination théorique des Arabes sur les Berbères. Et c'est pour cela qu'il exige des forces armées royales, donc son armée personnelle, d'écraser la révolte des Rifins avant que les nationalistes ne le fassent avant lui. Et c'est le prince Moulay Hassan qui s'en donne à cœur joie, la répression s'abat en 1958, et elle a fait probablement entre 5000 et 8000 morts. C'est énorme, c'est 15 fois plus que les troubles rencontrés en Kabylie, au lendemain de l'indépendance algérienne, dont on avait parlé dans un autre épisode. Donc vous voyez que ces événements sont un petit peu compliqués, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que in fine, ils tournent à l'avantage de la monarchie. C'est la monarchie qui préserve l'intégrité du territoire. Le 23 octobre 1956, année de l'indépendance donc, survient le massacre de Meknes. Des Marocains s'en prennent à des Juifs qui habitaient dans le Mellah de Meknes, et en même temps à la garnison française où ces Juifs se sont réfugiés.
Il y a encore des Français dans le pays? Il y a une garnison française à Meknès de 8000 hommes, c'est la plus grosse garnison du pays. Elle est restée par un commun accord avec le roi pour protéger les populations d'origine européenne qui vivent encore au Maroc. Et ils ont bien fait puisque en ce 23 octobre 1956, comme je le disais, des émeutiers veulent massacrer des Européens et des Juifs qui ont le malheur de traîner encore sur les routes. On estime à environ 45 les Européens morts victimes de ces agissements, sachant qu'on compte également des fermes pillées aux alentours. Un bilan qui aurait dû être beaucoup plus lourd parce que beaucoup de ces Juifs et Européens se sont réfugiés dans les camps militaires de la garnison. Donc tu es en train de me dire qu'il y a un massacre à Meknès alors que l'indépendance a déjà été accordée. Pourquoi ce massacre? La raison est très spécifique. Je l'ai dit, ça s'est passé le 23 octobre 1956. Je suis censé capter un truc? C'est le lendemain du 22 octobre 1956. Exactement. Eh ouais. Eh oui, eh oui. Ben si, le 22 octobre 56, c'est le jour où les militaires français détournent un avion. Ça te dit rien? Ah oui, c'est vrai, l'avion qui transportait les chefs du FLN algérien. Oui, c'est un détournement qui a été organisé par l'armée française pour décapiter le commandement algérien en pleine guerre d'Algérie. L'avion qui a été détourné partait de l'aéroport de Rabat et au lieu de se poser à Tunis, comme prévu, il s'est posé à Alger. À son bord se trouvaient Ben Bella, Boudiaf, Kider et Aïd Ahmed, tous des personnalités importantes du FLN algérien. Pour bien comprendre, en fait, je vais te dire comment l'avion a été détourné. À la base, les chefs du FLN étaient venus au Maroc pour discuter avec le roi d'un éventuel soutien à la rébellion. Le roi est bien disposé à l'égard du FLN à l'époque et donc il n'y a pas de problème. Donc une fois cette entrevue terminée, qui s'est plutôt bien passée en fait, le roi et les chefs du FLN devaient aller à Tunis pour une conférence entre pays du Maghreb. Et tous devaient partir dans le même avion. Mais au dernier moment, sur instruction du prince Hassan, les chefs du FLN ont été déplacés et on les fait monter dans un avion militaire, dont le trajet allait être différent, mais la destination identique. Alors le roi lui-même a accepté cette idée et n'y a pas vu malice, et il s'est rendu à Tunis à bord du long courrier pendant que les chefs du FLN seraient dans l'avion militaire. Et c'est au moment où le roi du Maroc arrive à l'aéroport de Tunis qu'il aperçoit le président tunisien Bourguiba qui lui saute dessus en lui expliquant tu sais pas quoi, l'autre avion a été détourné sur Alger et les chefs du FLN ont été capturés. T'as dit c'est le prince Moulay Hassan. Selon le témoignage du médecin personnel du roi, c'est bien Moulay Hassan qui a suggéré de changer l'avion. Et toujours selon lui, le roi a été effondré à l'idée qu'on puisse l'accuser d'avoir organisé cette trahison. D'autant qu'à son arrivée, il a immédiatement été enfermé dans le palais de Carthage en attendant la résolution des événements. Alors bien sûr, le prince Hassan nie complètement avoir été complice de l'événement. Il a bien suggéré un changement d'avion, mais pour lui, il n'était absolument pas au courant que cet avion serait détourné. Et il rejette en fait toute la responsabilité de ce qui s'est passé sur le ministre de la Défense français, Max Lejeune. Donc quand les Algériens se plaignent de la duplicité des Marocains pendant la guerre d'Algérie, ils ont raison. Les Algériens aimeraient peut-être pouvoir charger Hassan d'une trahison aussi grande. Pourtant, ce n'est pas évident. D'accord, le médecin du roi a eu des soupçons, mais cela n'en fait pas une preuve et Aïd Ahmed lui-même, qui fait partie des chefs prisonniers, a reconnu que la suggestion de prendre un avion différent s'est faite à sa propre demande pour ne pas lier le sort du roi et celui du FLN. En fait, l'accusation qui est portée contre Hassan est une hypothèse possible, mais qui n'est pas assez étayée pour pouvoir être retenue. Pour moi, il est faux de dire que le Maroc a été un allié de la France pendant la guerre, parce que par la suite, beaucoup d'opérations menées par la branche militaire du FLN vont être menées depuis la base marocaine de Oujda. Sans le Maroc, l'armée de libération algérienne aurait été complètement quadrillée et éliminée par le plan du général Chal, et la survie du mouvement aurait été quasiment impossible. Le Maroc a bien été historiquement un allié de l'Algérie. Tout le monde est d'accord pour dire que ce détournement, qui était censé affaiblir le FLN, l'a surtout privé de ses chefs les plus politisés et poussé sur le devant de la scène les chefs les plus brutaux et les plus radicaux du FLN. Donc pour moi, cet événement n'a pas particulièrement aidé la France dans sa guerre. Voilà pour mon point de vue en gros sur la question, même si je comprends qu'on puisse discuter de certains détails qui sont effectivement troublants. En 1961, le roi est opéré des cloisons nasales. L'opération se passe très bien, l'anesthésie a très bien marché,
Le roi dormait comme un bébé, et tu sais quoi? Il dormit tellement bien qu'il ne se réveilla jamais. Donc le roi meurt au bout de 5 ans d'indépendance? C'est l'anesthésie qui l'a tué? Je sais pas trop, chacun y va de sa théorie, mais certains disent qu'il a été assassiné par Lala Abla, la mère de Hassan II, qu'elle lui aurait donné un breuvage mortel pour que son fils arrive sur le trône. Bon, personnellement, j'y crois pas trop, ça me paraît un peu trop romanesque. En tout cas, nous entrons maintenant dans l'ère Hassan II. Alors, que retenir de tout ça? Les Français, pendant la colonisation, ont tenté d'exciter les rivalités entre Berbères et Arabes, mais sans vraiment parvenir à empêcher l'inéluctable indépendance du pays. Leur dernière manœuvre, l'exil forcé du sultan, a été d'une maladresse insigne et n'a fait qu'accélérer le processus. Heureusement, malgré des épisodes sanglants comme les émeutes des Carrières centrales en 52 ou le massacre de Ouatzem en 55, les Français se sont retirés avant que le pays n'entre complètement en guerre civile. L'objectif de Mohamed V, qui est donc devenu roi en 1956, est de récupérer à son profit le pouvoir abandonné par les Français. Pour cela, il s'appuie sur un général berbère, francophile et énergique, Mohamed Oufkir, et il incorpore les restes de l'armée de libération dans les forces armées royales. À la tête de ces forces armées, il parvient à mater la révolte du Rif. Quant à son voisin, l'Algérie, Mohamed se positionne comme un allié du FLN et lui met à disposition la base de Oujda. En 1961, suite à une anesthésie ratée, le Maroc perd son roi. C'est désormais Hassan, deuxième du nom, qui monte sur le trône. Il a été, comme je disais, un garnement méprisant pendant sa jeunesse, et c'est un homme très imbu de lui-même. Mais cela veut-il dire qu'il sera un mauvais chef d'État? Pas forcément. C'est un homme de 32 ans maintenant, un homme qui n'est pas sans profondeur, qui n'est pas sans finesse, qui n'est pas sans mystère. Dans le prochain épisode, nous allons savoir de quelle étoffe était fait ce nouveau roi qui monte sur le trône, Hassan II. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vous avez vu, c'est un épisode un peu introductif pour essayer de comprendre d'où vient Hassan II. Je voulais simplement que des événements soient un peu en place dans votre tête pour aborder ce qui m'intéresse le plus, à savoir le règne de Hassan II, qu'on va voir dans les 2 prochains épisodes. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et si jamais vous êtes généreux, faites un tour sur ma page Tipeee, vous pouvez peut-être déposer un don ponctuel ou mensuel pour me soutenir si le cœur vous en dit. Alors je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.